Salut tout le monde, ravi de vous rencontrer une autre fois sur votre chaîne Metito. Aujourd'hui, on va essayer de terminer le chapitre des signes fonctionnels digestifs par l'analyse d'un motif qui est très fréquent, qui est les douleurs abdominales. Pour que le cours soit mieux organisé, j'ai essayé de le répartir en 5 parties. Premièrement, on va voir une introduction. Deuxièmement, on va voir l'analyse sémiologique, tout ce qui concerne l'interrogatoire et l'examen clinique en cas des douleurs abdominales. Ensuite, on verra les douleurs d'origine abdominale, les douleurs gastriques, pancréatiques, biliaires. On va détailler chaque douleur seule. En quatrième partie, on va voir les douleurs rapportées et on terminera par d'autres types de douleurs abdominales. Les douleurs abdominales constituent un motif de consultation très fréquent. Elles représentent 25% des consultations aux urgences, est un symptôme d'appel clinique très courant qu'il faut savoir analyser tant que médecin généraliste ou spécialiste pour en déterminer l'étiologie. Les douleurs abdominales ne sont pas spécifiques d'atteinte abdominale. Elle peut s'agir d'une douleur qui est rapportée de cause extra-abdominale. Une douleur abdominale peut être aussi d'origine métabolique ou neurologique. C'est ce qu'on voit au cours de certaines complications du diabète sucré ou au cours de certaines manifestations digestives d'épilepsie. Comme vous voyez sur cette image, la paroi abdominale ou la partie antérieure de l'abdomen est divisée en 9 cadrans. Chaque cadran permet de délimiter un certain nombre d'organes. Par exemple, la région épigastrique, c'est la région de l'estomac et du duodénum. L'hypocondre droit correspond à la projection de foie et des voies biliaires. L'hypocondre gauche correspond à la projection d'une partie de l'estomac, de la rate et en arrière le rein gauche. Les flancs gauche et droit, ce sont les régions qui représentent les lampes, donc des douleurs à ce niveau peuvent être en rapport avec une cause rénale ou colique. La région ombilicale, c'est la région qui délimite les intestins grêles, le pancréas et l'aorte abdominale. La fosse iliaque gauche et droite, ce sont des régions de projection des douleurs coliques et des douleurs d'origine génitale, surtout chez la femme. La région suspubienne ou hypogastrique, c'est la région de la vessie et du prostate chez l'homme. Cette division permet de faciliter l'analyse sémiologique de la douleur abdominale et donc le chemin vers le diagnostic le plus probable. Commençons notre analyse sémiologique par l'interrogatoire qui est de très grande importance, surtout en cas des douleurs abdominales. L'interrogatoire va s'attacher à préciser les caractères suivants. Premièrement, le siège de la douleur. C'est le foyer qui donne naissance à cette douleur et qui peut être épigastrique, au niveau de l'hypocondre droit et gauche, au niveau du flanc gauche et droit, au niveau du fosse iliaque, au niveau périombilical ou hypogastrique. Enfin, la douleur peut être diffuse à tout l'abdomen. Deuxièmement, les irradiations. Ce sont les propagations de cette sensation douloureuse et qui peuvent être ascendantes, descendantes, postérieures ou suivant le cadre colique. Troisièmement, le type de la douleur, c'est la nature de perception de cette douleur. Par exemple, des crampes sont des torsions douloureuses, comme si l'organe est en train de se tordre, qui peuvent être calmées par l'ingestion alimentaire, ce qui réalise la faim douloureuse. C'est une douleur qui survient en dehors des périodes prandiales et qui est calmée par l'ingestion alimentaire. Deuxièmement, les brûlures. Ce sont des sensations comparées par le malade à des aigreurs, des sensations d'acide, qui s'accompagnent souvent d'un pyrosis, qui est la remontée le long de l'œsophage de brûlure. Les douleurs peuvent être aussi de type de colique ou de sensations d'ondes douloureuses croissantes et décroissantes, donnant l'impression au malade que la douleur est en train de migrer d'un point à un autre. Une douleur déchirante, c'est une douleur intense en coup de poignard. Cela évoque généralement une perforation d'un organe creux. Une pesanture, c'est une sensation de lourdeur, de plénitude de l'estomac, avec sensation fausse de retard à l'évacuation gastrique. Une douleur battante, c'est une douleur vasculaire provenant des battements de l'aorte abdominale ressentie comme douleur. Un autre caractère précisé par l'interrogatoire, qui est l'intensité, est un signe subjectif qui varie d'un sujet à un autre. Mais une douleur est certainement très importante lorsqu'elle a un retentissement important et détectable sur le sujet. Un sujet qui est pâle, agité, anxieux, elle a certainement une douleur qui est intense. Le dernier caractère à préciser, c'est l'évolution dans le temps. Premièrement, c'est la rythmicité dans la journée. C'est la relation entre les douleurs et les repas.
Une douleur postprandiale précoce, c'est une douleur qui survient immédiatement après le repas. Une douleur postprandiale tardive, c'est une douleur qui survient à distance des repas. Deuxième caractère, c'est la périodicité dans l'année. C'est l'existence des périodes de latence durant lesquelles le sujet est asymptomatique à côté des périodes douloureuses. Dernièrement, c'est le caractère permanent ou paroxystique de la douleur. Une douleur permanente, c'est une douleur qui est contenue sans accalmer, qui est toujours là. Une douleur paroxystique, c'est une douleur intense, à début brutal, de durée de quelques minutes à quelques heures. Les douleurs abdominales ont des facteurs déclenchants qui peuvent être de type alimentaire, par exemple une ingestion des repas trop épicés ou bien une ingestion des repas gras. Des facteurs médicamenteux déclenchants, par exemple une ingestion d'aspirine ou certains anti-inflammatoires non stéroïdiens. Comme les douleurs ont des facteurs déclenchants, ont aussi des facteurs sédatifs qu'il faut les déterminer et qui sont représentés par une prise alimentaire, une prise de certains pansements gastriques. Parfois, le fait que le patient vomit ou émet des selles, les douleurs disparaissent. Le repos est un élément qui peut contribuer aussi à la diminution de l'intensité de la douleur. Une douleur abdominale ne survient presque jamais seule. Elle est généralement accompagnée de signes de type fièvre, des signes de déshydratation qui peuvent aboutir, en cas de retard de diagnostic ou de prise en charge, à un état de choc. Des signes digestifs accompagnant les douleurs abdominales sont de type de nausées, de vomissements, des hémorragies digestives. Parfois, on assiste aussi à une perturbation de transit intestinal. L'interrogatoire sera complété par l'examen clinique qui est basé sur la palpation et sur le toucher rectal. La palpation de l'abdomen se fait cadran par cadran en commençant toujours par le point le moins douloureux vers le plus douloureux. Ça veut mettre le patient plus à l'aise avec vous durant l'examen clinique et ça vous permet de localiser bien le siège de la douleur. Au cours de l'examen palpatoire de l'abdomen, on peut rencontrer des douleurs à la palpation de l'épigastre. Ce sont des douleurs qui ne sont pas d'origine ni gastrique ni pancréatique, mais qui sont en rapport avec un syndrome solaire. C'est un syndrome qui est fait de douleurs pulsatiles et paroxystiques en rapport avec une irritation de plexus nerveux cœliaque, appelée anciennement plexus solaire. Cette irritation est de causes diverses, entre autres l'anxiété et le traumatisme. La palpation permet aussi de chercher au cours des douleurs vésiculaires le point douloureux vésiculaire par la manœuvre de Murphy, qui consiste à palper au niveau d'un angle qui est formé par le bord inférieur de foie et la limite externe du muscle droit abdominal. En demandant du patient de prendre une inspiration profonde, on va palper au niveau de cet angle, au niveau de la ligne médioclaviculaire. La palpation va déclencher une douleur vive qui inhibe l'inspiration profonde, comme vous voyez. La palpation de l'abdomen permet aussi de chercher un point douloureux appendiculaire. Cela se fait par la palpation de la fosse iliaque droite pour repérer un point douloureux qui est appelé le McBurney. Voici comment on cherche un point de McBurney. On va repérer d'abord l'épine iliaque antéro-supérieure droite et l'ombilique. On va dessiner entre les deux une ligne. Le point de McBurney est situé à la jonction des deux tiers internes avec le tiers externe de cette ligne. La palpation à ce niveau va déclencher une douleur intense en cas d'appendicite. Le toucher rectal, qui est normalement indolore, il peut aussi déclencher une douleur au niveau du cul-de-sac de Douglas. Maintenant, on va traiter les douleurs abdominales selon leur origine et leur étiologie, en commençant par les douleurs gastriques qui sont de 4 types. Les douleurs ulcéreuses, de perforation, de gastrite ou de cancer gastrique. Premièrement, la douleur ulcéreuse qui est en rapport avec un ulcère gastrique ou duodénal. Ce sont des douleurs de type de crampe ou ce qu'on appelle la faim douloureuse, de siège épigastrique en rapport avec le siège d'estomac et de duodénum. Les irradiations se font en barre, donc des irradiations linéaires vers les deux hypocondres, gauche et droit, ou bien uniquement vers l'hypocondre droit. Une irradiation dorsale ou postérieure est possible.
L'horaire, c'est une douleur qui est rythmée par les repas ou qui survient en dehors des périodes prandiales. C'est une douleur postprandiale tardive. L'évolution est périodique dans l'année. Les facteurs qui peuvent calmer cette douleur, ce sont la prise alimentaire, les pansements gastriques de type antiacide, de lait, des alcalins avec le repos. Les signes accompagnateurs, ce sont les vomissements, les hémorragies digestives en cas de saignement de la muqueuse gastrique ou duodénale. On peut aussi avoir de la constipation. L'examen complémentaire de certitude, c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale. La douleur ulcéreuse n'est typique que dans un tiers des cas. Veut dire c'est une douleur dans la plupart des cas qui est atypique, de type de crampes, parfois de brûlures, qui change d'horaire et qui n'est pas périodique. Deuxièmement, les douleurs de perforation sont de type des douleurs déchirantes en coup de poignard. Le siège épigastrique puis diffuse à tout l'abdomen. Pourquoi diffuse à tout l'abdomen? C'est parce que lors d'une perforation d'un organe creux ou d'un organe, on aura une péritonite généralisée et donc une diffusion de la douleur à tout l'abdomen. Les signes accompagnateurs sont de type de vomissement et parfois des signes de choc. L'examen clinique va mettre en évidence une contracture abdominale. Voici comment on cherche une contracture abdominale. La palpation va s'approcher de plus en plus vers le point le plus douloureux. Remarquez sa contraction brusque des muscles abdominaux lors de la palpation de cette région. On aura aussi une disparition de la matité hépatique par un tympanisme généralisé, secondaire à un pneumopéritoine lors d'une perforation. Le tympanisme va être généralisé à tout l'abdomen et donc on ne va pas trouver la matité hépatique qui est normalement existante. On va trouver aussi des douleurs au toucher rectal à l'examen clinique. L'examen paraclinique en première intention en cas des douleurs de perforation, c'est la radiographie de l'abdomen sans préparation qui va chercher un croissant gazeux interhépatique-diaphragmatique. Vous allez le trouver au-dessus des coupoles diaphragmatiques. On peut avoir deux croissants. C'est un signe fréquent de pneumopéritoine, mais qui n'est pas constant. J'ai envie de vous dire que en cas de douleurs de perforation, quand vous suspectez des douleurs de perforation, toute endoscopie digestive est contre-indiquée de fait du risque de l'aggravation de pneumopéritoine par l'insufflation. Troisièmement, les douleurs de la gastrite. Ce sont des douleurs qui surviennent suite à un état inflammatoire de la muqueuse gastrique et qui sont de type de brûlure, souvent accompagnées de périostite. Le siège, il est épigastrique fixe, n'irradium pas, avec un horaire qui est postprandial précoce. L'évolution, au contraire des douleurs ulcéreuses, n'est pas périodique. Les facteurs déclenchants sont les repas trop épicés et chauds. Cette douleur est calmée par les pansements gastriques de type antiacide, par exemple. L'examen complémentaire de certitude est la fibroscopie œsogastro-duodénale qui apporte le diagnostic via des biopsies qui sont acheminées ensuite pour un examen anapatohistologique. En dernier, les douleurs du cancer gastrique. Ce sont des douleurs atypiques qui peuvent ressembler à une douleur ulcéreuse d'horaire irrégulier et non influencée par les repas. Ce qui donne intérêt à la fibroscopie œsogastro-duodénale devant tout syndrome douloureux épigastrique persistant. Maintenant, avec les douleurs du pancréas. Les douleurs qui surviennent au cours de la pancréatite aiguë. La pancréatite aiguë, c'est une inflammation aiguë du tissu pancréatique qui peut être d'origine lysiasique ou alcoolique. Cette inflammation est à l'origine des douleurs de type de crampes et broyements à début brutal. Des douleurs qui sont intenses, intolérables, transfixiantes, traversant la paroi abdominale au niveau épigastrique de part en part. Les irradiations possibles sont surtout dorsales, de siège lombothoracique et scapulaire gauche. Une irradiation sous-costale gauche est aussi possible. L'évolution est prolongée de plusieurs heures à plusieurs jours sans accalmer. C'est une douleur qui est continue sans période de rémission. Les facteurs qui peuvent calmer le malade sont la position penchée en avant, la position en chaîne fusil et la compression parfois de l'épigastre par le poing. Les signes accompagnateurs sont les vomissements comme réaction à cette douleur intense, des signes d'hypotension dont l'aigurie de marbrure signalant parfois un état de choc.
Les examens complémentaires nécessaires sont la lipasémie qui doit être supérieure ou égale à 3 fois la normale, une CRP qui doit être élevée, l'examen radiologique possible dans les 24 heures, c'est seulement l'échographie qui permet de chercher une cause qui est lithiasique. La TDM, qui est l'examen fondamental, n'est possible qu'après 48 heures à 62 heures après l'installation de la douleur. Elle fait partie des bilans d'évaluation de la gravité de la pancréatite aiguë, qui peut être de nature nécrotico-hémorragique, comme vous voyez sur l'image. Et aussi, il fait partie des bilans de confirmation de la pancréatite aiguë. Maintenant, on passe aux douleurs biliaires, qui sont de deux types, des douleurs vésiculaires ou des douleurs cholidociennes. On commence par les douleurs vésiculaires. Ce sont des douleurs qui surviennent suite à une lithiase vésiculaire. Qu'est-ce qu'une lithiase vésiculaire? La lithiase vésiculaire, c'est l'existence d'un calcul au niveau de la vésicule biliaire ou bien au niveau de la voie biliaire accessoire, représenté par le canal cystique et le collet. Voici le collet et le canal cystique. La lithiase vésiculaire peut être symptomatique, asymptomatique, comme elle peut aussi se compliquer par ce qu'on appelle une cholécystite. La cholécystite, c'est l'inflammation de la paroi vésiculaire suite à une obstruction prolongée par un calcul qui est enclavé dans la voie biliaire accessoire. Cette inflammation réalise ce qu'on appelle la colique hépatique. C'est une douleur qui commence au niveau de l'hypocondre droit et qui réalise la classique douleur en bretelle. C'est une douleur qui suit le trajet d'un bretelle avec irradiation antérieure vers l'épaule droit et postérieure vers la pointe de l'omoplate. Les facteurs déclenchants de cette douleur sont les repas gras. Les signes accompagnateurs sont les nausées, les vomissements et parfois aussi on peut trouver une fièvre. L'examen clinique permet de chercher un point douloureux vésiculaire par la manœuvre de Murphy qu'on a vu tout à l'heure. L'examen complémentaire de référence, c'est l'échotomographie qui a remplacé la cholécytographie, qui permet de voir le calcul vésiculaire et d'évaluer l'épaisseur de la paroi vésiculaire suite à cette inflammation, comme vous voyez. Le deuxième type des douleurs biliaires, c'est la douleur cholidocienne. La douleur cholidocienne survient suite à une lithiase de la voie biliaire principale. La lithiase de la voie biliaire principale peut être asymptomatique ou symptomatique. Elle est symptomatique lorsqu'elle est responsable d'angiocolite ou de pancréatite aiguë. L'angiocolite, c'est une infection ou bien une complication infectieuse secondaire à un calcul qui est bloqué au niveau de la voie biliaire principale. Cette septicémie, qui provoque une dilatation de la voie biliaire principale, est responsable d'une douleur cholidocienne qui a les mêmes caractéristiques qu'une douleur vésiculaire. Associée à une fièvre lorsque la bile est infectée. Une apparition d'ectère secondaire à un passage de la bile infectée dans le sang. Une association d'une douleur cholidocienne, une fièvre et un ectère réalise le triade d'angiocolite, qui est appelé le triade de Charcot. Intérêt majeur de l'échotomographie, qui est un examen de première intention en cas d'angiocolite. Le scanner est un examen de choix. Quatrièmement, les douleurs intestinales. On commence par les douleurs coliques, qui sont de type de colique, donc des ondes croissantes et décroissantes qui migrent d'un point à un autre. Le siège, il est localisé parfois, le siège épigastrique, surtout quand la douleur provient du côlon transverse, ou bien suivant le cadre colique, et radio ensuite vers les lampes. Cette douleur commence la nuit, vers 3h à 4h du matin. Les facteurs calmants sont l'émission des sels et des gaz. À l'examen clinique, on peut mettre en évidence un météorisme abdominal. Donc à l'inspection, on aura une distension abdominale. À la percussion, on aura un tympanisme. Et quand vous mettez le stéto sur la paroi abdominale, vous allez entendre le bruit d'air colique. L'examen en première intention, c'est l'ASP qui va montrer des niveaux hydroaériques. Vous voyez sur l'image. Il existe un énorme niveau hydroaérique siégeant au niveau du côlon ascendant et transverse. J'attire votre attention qu'en cas d'occlusion intestinale aiguë, vous allez avoir le même tableau clinique avec une douleur colique très intense, de vomissement et un arrêt total des matières et des gaz.
Troisième type de douleurs intestinales sont les douleurs du grêle, qui réalisent un syndrome particulier appelé le syndrome de Koenig. C'est un syndrome caractérisé par des crises douloureuses paroxystiques de 30 minutes à 12 heures, qui se terminent brusquement par l'émission de gaz ou des matières fécales, avec sensation de gargouillement. Essayez d'entendre ce bruit. Le gargouillement est le résultat d'une contraction des muscles du tube digestif au cours de l'hyperpéristaltisme intestinal réactionnel à un syndrome occlusif. Cette douleur est de siège para-ombilical et hypogastrique, intéressant le siège du grêle, fixe pour un même malade, donc qui n'est pas migratrice. C'est une douleur qui est fixe. L'horaire de cette douleur est postprandial plus ou moins tardif. Cette douleur est accompagnée d'un gonflement abdominal, des nausées et des vomissements à la phase la plus intense. Le syndrome de Koenig, c'est un syndrome qui témoigne l'obstruction incomplète du grêle. Troisième type de douleurs intestinales sont les douleurs appendiculaires. Les douleurs appendiculaires se voient au cours de l'inflammation de l'appendice. Nous allons parler de l'appendice iléocécal, donc des douleurs qui vont être au niveau de la fosse iliaque droite, accompagnées de nausées et de vomissements. Le transit intestinal est normal dans la moitié des cas. Dans 10% des cas, on assiste à des diarrhées. On peut avoir de la fièvre et un pouls accéléré. L'examen clinique met en évidence 4 signes caractéristiques de la douleur appendiculaire. Premièrement, c'est l'hyperesthésie cutanée, c'est l'exagération de la sensibilité cutanée, ce qui fait que par le simple contact des mains avec la peau de l'abdomen, entraîne une réaction. Deuxièmement, c'est la défense pariétale localisée. C'est une contracture brusque des muscles abdominaux à la palpation de la fosse iliaque droite. Les douleurs provoquées au point de McBurney. Vous avez vu comment repérer le point de McBurney. Les douleurs au cul-de-sac de Douglas au toucher rectal. Certains parmi vous posent la question quelle est la différence entre défense et contracture. Je vous dis que la contracture est pratiquement généralisée. Vous palpez à n'importe quel endroit au niveau de l'abdomen, vous allez trouver cette réaction de contracture abdominale. Par contre, la défense est généralement localisée. L'examen biologique indispensable dans ce cas, c'est l'FNS qui va montrer la polynucléose neutrophile qui est supérieure à 10 000 éléments dans plus de 80% des cas d'appendicite. Juste une remarque, l'appendicite peut se diagnostiquer en état de complication, par exemple en état d'abcès appendiculaire où une collection de pus entoure l'appendice inflammé, ou bien directement en état de péritonite généralisée. C'est le cas pour le nourrisson, où le tableau clinique est trompeur et qui conduit à un retard de diagnostic de présence. Cinquièmement, les douleurs péritoniales, qui sont en rapport avec une inflammation ou une irritation du péritoine, réalisant ce qu'on appelle la péritonite aiguë. La péritonite aiguë est secondaire à 2 circonstances. Premièrement, la perforation d'un organe creux, par exemple une perforation d'un ulcère gastro-duodénal, ou bien une inflammation d'un organe de voisinage, par exemple une inflammation d'appendice. La douleur péritoniale, c'est une douleur qui est permanente, localisée au début au niveau de l'organe à l'origine de cette péritonite, puis diffuse à tout l'abdomen après irritation. Cette douleur est augmentée par les manœuvres qui augmentent la pression, donc est augmentée par la toux, l'éternuement, la palpation et la défécation. L'examen clinique permet de trouver une contracture abdominale invincible généralisée, comme c'est un abdomen de bois qui n'accepte pas la palpation, avec une douleur du cul-de-sac de Douglas ou toucher rectal. Un autre type de douleur et qui fait partie des douleurs d'origine abdominale, c'est la douleur vasculaire. La douleur vasculaire se voit en 2 circonstances. Avant d'expliquer ça, je vous rappelle que l'aorte abdominale donne naissance à 3 branches. Première branche, c'est le tronc iliaque. Celui-ci vascularise l'estomac, le duodénum, le foie, la rate, le pancréas. Deuxième branche, c'est l'artère mésentérique supérieure qui vascularise la partie droite du côlon avec les intestins grêles. L'artère mésentérique inférieure vascularise la partie gauche du côlon. L'occlusion artérielle aiguë de l'une de ces branches conduit à ce que l'on appelle une ischémie mésentérique aiguë, aboutissant au final à un infarctus mésentérique. L'infarctus mésentérique réalise une douleur atroce, angoissante,
permanente, diffuse à tout l'abdomen, irradiant vers les lampes, accompagnée d'une fièvre, des signes de choc, avec une distension abdominale et des troubles du transit. Ici, je voulais vous montrer juste l'état des intestins au cours d'un infarctus mésentérique. Deuxième situation, on peut avoir des douleurs vasculaires, c'est l'athérosclérose mésentérique. La constitution d'une plaque d'athérome au niveau du bronche de l'aorte abdominale conduit à une sténose. Il suffit d'avoir 2 bronches sténosées parmi les 3 que j'ai cités pour avoir un tableau d'angor abdominal secondaire à un état d'ischémie mésentérique chronique. Ce tableau est fait de crampes périombilicales et épigastriques qui surviennent en postprandial précoce et qui disparaissent avec le genre. Dernier type de douleurs d'origine abdominale sont les douleurs pariétales. Les douleurs pariétales représentent un quart des douleurs abdominales chroniques sous-diagnostiquées qui peuvent révéler un hématome des grands droits ou du muscle psoas au cours de certains syndromes hémorragiques ou comme complication hémorragique d'un malade qui prend des anticoagulants au long cours. Cette douleur est de siège inférieur abdominal, permanente et augmentée par les mouvements qui augmentent la pression. Le diagnostic se fait par le scanner qui permet d'éviter un diagnostic chirurgical. On avait dit que les douleurs abdominales ne sont pas spécifiques d'atteinte abdominale. Elles peuvent s'agir des douleurs rapportées dont la cause est par exemple thoracique lors d'un infarctus de myocarde ou une péricardite, lors d'une pneumonie ou un épanchement pleural liquidien ou aérien. La douleur peut être d'origine génitale. Dans ce cas, la douleur ressentie au niveau abdominal irradie vers les lampes et le sacrum suivant le trajet des organes génitaux. La douleur peut être d'origine vertébrale. Cela survient surtout au cours des syndromes de compression médulaire où la douleur a les caractéristiques d'une douleur radiculaire suivant la topographie du nerf lésé. Une douleur abdominale peut avoir une cause métabolique. C'est ce qu'on voit au cours de certaines complications métaboliques du diabète sucré, qui est l'acidocétose diabétique. On peut avoir des douleurs abdominales à côté des nausées et des vomissements secondaires à un état de cétose avec sécrétion des cytokines. C'est le cas aussi pour le saturnisme, qui est l'intoxication par le plomb. Une douleur abdominale peut être aussi d'origine neurologique. C'est ce qu'on voit au cours de certaines manifestations abdominales de l'épilepsie ou au cours de certaines douleurs abdominales d'origine psychique. Des douleurs abdominales simulées chez un enfant ou un adolescent par exemple. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis, afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne. Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam!